Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Et oui, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Alors oui, vous allez me voir avec un bonnet assez souvent, parce que oui, je laisse pousser ma barbe pour ceux qui ont suivi, mais j'ai les cheveux qui poussent et là, j'ai la flemme. Mais on va revenir à un truc bien propre bientôt, vous inquiétez pas. En tout cas, j'ai plein de trucs à voir avec vous, donc on va pas perdre de temps, on commence tout de suite. Alors cette semaine, je suis tombé par hasard sur un fromage végétal dont je n'avais jamais entendu parler. Que voici, que voilà. Ça s'appelle Amandorino. Et vu sa forme, je pense que vous l'avez compris, on est sur un parmesan végétal. Il s'agit d'un produit italien, encore une fois, et la marque, je ne connaissais pas, c'est, écrit tout petit, hein, Fattoria della Mandorla. Voilà. Bon. Avec un nom pareil, vous l'aurez compris, c'est un produit qui est fait à base d'amandes. C'est bien, ça change. Alors certes, oui, ça change. Mais, comment dirais-je, l'amande, ça a quand même un caractère particulier, avec cette fameuse petite note cyanurée. Hein. Donc, il y a une typicité aromatique que j'ai du mal à imaginer dans une base de fromage végétal, parce que c'est pas neutre. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, la seule solution, c'est de goûter. Première chose, je viens de le déballer, et on est vraiment sur un morceau d'un fromage végétal à pâte dure, il est très ferme. Ça fait penser au Bondino. Hein, voilà, en termes de texture, on est dans quelque chose du même acabit. Le nez n'est pas loin non plus. Hein, c'est corsé, on sent que ça va être fermenté. Par contre, ça, là, comme ça exhale pas trop dans la pièce, ou alors je me rends pas compte, mais si quand on rapproche son nez, voilà, on sait que normalement, ça va envoyer. Bien, bon, bah, je vais goûter un petit morceau comme ça. Déjà, ça se coupe bien, ça s'effrite pas, ça se casse pas. Allez, pour la science. Ouais, ça envoie. Bon, déjà, la première note qui ressort le plus, je trouve, c'est le côté salé. C'est fortement marqué sur le sel. Après, on a des notes de fermentation, des choses un peu plus profondes. Le goût d'amande ne se ressent pas, mais alors je compare encore avec le Bondino, parce que c'est quand même pour moi toujours l'étalon. C'est plus doux, c'est plus rond, presque plus fruité, moins d'umami, moins de profondeur, plus comme ça ouais, de la douceur, de la douceur. Mais la douceur associée au côté salé et fermenté. Voilà. Ouais, je sais, c'est toujours difficile à expliquer ce genre de goût en bouche. Au niveau de la texture, on a quelque chose qui est assez ferme, qui se délite bien sous la dent, qui libère un côté plus souple avec l'humidité de la bouche. C'est plutôt agréable. Par contre, je détecte quand même des tout petits morceaux d'amande à la mastication. Ce qui n'est pas dérangeant, mais il faut le savoir. Clairement, pour moi, tel quel, c'est pas un fromage végétal de dégustation. C'est plutôt un fromage végétal qu'on va pouvoir utiliser en cuisine, sur un plat de pâte chaude, dans un risotto, ou alors peut-être en copeaux. Hein. Je pense que même à cru comme ça, parce que le goût est bon. Mais le fait d'avoir un morceau épais, ça a une trop haute concentration en sel dans la bouche. Alors que si c'est juste un copeau fin, je pense que ça passe bien, surtout avec l'équilibre d'un assaisonnement. Mais j'ai envie de pousser le vice. On va essayer à chaud sur des pâtes. Les pâtes sont chaudes. C'est parti pour le test. Et ça se râpe très bien pour l'instant. Visuellement, c'est pas mal, ça réagit bien. C'est donc l'heure du test dans les circonstances attendues avec un fromage type parmesan. Ah ouais. C'est bon en bouche. Je retrouve tous les traits que j'ai déjà eu tout à l'heure avec le petit morceau.
exactement la même chose. Alors, le côté salé est toujours intense, mais se dissipe, puisqu'effectivement, plus fin, et puis il y a le reste, il y a la pâte, il y a le poivre. Donc en bouche, ça s'équilibre. Mais quand même, je trouve que la note salée ressort particulièrement. À défaut d'umami, d'ailleurs. J'aurais préféré quelque chose qui soit long, qui fasse ressortir des notes fromagères. Là, j'ai un truc qui est bon en soi, mais je suis pas si proche du parmesan. Pourtant, en visuel, en odeur, j'étais plutôt confiant. On n'a pas le problème d'un goût d'amande qui domine, contrairement aussi à ce que je pensais. On a quelque chose qui est bon, mais qui n'a pas un caractère extrêmement développé. Et honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir un goût de parmesan en bouche. Voilà. La texture, oui, par contre, hein, râpé comme ça, c'est très cousin, il n'y a pas de problème. Mais le goût, c'est un peu faible. Et vous alors, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de goûter ce parmesan végétal italien à base d'amande? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Pour moi, c'est pas au niveau du Gondino. Je préfère même le Nourish, qui est déjà râpé, qui a un parfum qui est plus authentique et qui rappelle plus ce parmesan que celui-là. Mais il n'empêche que ça n'en fait pas quelque chose d'inintéressant et c'est pas mauvais du tout. Je vais avoir aucun mal à l'utiliser dans la cuisine, maintenant que je sais qu'il ne faut pas que je m'attende à avoir des arômes de parmesan. Voilà. C'est autre chose. Et c'est bon. Donc voilà, on est toujours un peu en demi-teinte parce que la forme crée l'attente. Et l'attente est déçue. Mais c'est autre chose qui s'ouvre. Donc bon. Bon, là, je ne peux pas résister à l'envie de vous présenter un livre, ça faisait longtemps, mais surtout, je le trouve particulièrement adapté et pertinent pour la période qu'on traverse en ce moment, à savoir le problème de l'inflation et des prix qui galopent, et du fait que se nourrir n'est plus aussi insouciant qu'avant, qu'il faut faire attention et que ça commence à toucher tout le monde. Donc forcément, quand nous avons un ouvrage intitulé « Dépensez moins, mangez mieux », je me dis « Ah, il y a quelque chose à explorer ». Alors plus qu'un livre de recettes, c'est surtout une méthode qui a été donc développée et partagée par Madame le cul de poule, enfin Mélanie, que vous connaissez certainement, qui a déjà fait d'autres ouvrages dont je vous ai parlé, qui a un blog très connu, bref, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et à travers son expérience personnelle, son parcours de vie, elle a été confrontée à l'idée de devoir élever une famille végane avec un petit budget. Et du coup, on n'est pas dans de la théorie là, on est dans du pratique. Et quand je vous dis que c'est une méthode, eh bien, c'est comme ça qu'elle aborde le livre, c'est en vous expliquant bien qu'il ne s'agit pas simplement de cuisiner des produits pas chers. Non, c'est réorganiser sa manière d'appréhender la cuisine selon son budget, son temps, ses compétences, mais surtout aussi dans une sorte d'efficacité en centralisant les produits qu'on va réutiliser régulièrement. C'est très très intelligent. Donc du coup, bah oui, j'ai regardé ça de très près et c'est bien articulé. Vous allez avoir par exemple des recettes de base qui sont une préparation déclinée sous différents aspects, donc avec une seule technique que vous allez apprendre, vous allez pouvoir faire différents plats. Vous allez avoir toujours aussi une estimation financière du coût du plat, plus une estimation de l'ajout d'un surcoût selon la saison, si vous faites des variantes. Ça aussi, je trouve ça super bien. Bon, là, je mettrais peut-être un petit bémol parce que malheureusement, les prix qui sont annoncés ne seront peut-être plus valides dans quelques mois ou dans un an. Enfin, mais à l'instant T, oui, je comprends et j'aime bien le concept. Mais on est dans une telle instabilité financière que qui dit que ces prix seront encore justes. Quoi qu'il en soit, ça vous donnera quand même une échelle de valeur que vous pouvez comprendre et vous dire, bon voilà, je sais que si je suis vraiment à mesurer au moindre euro ma cuisine, eh bien, en rajoutant ces variables, ça va me coûter tant par portion ou le prix au kilo, bref, tout est très bien expliqué, franchement. Alors bien sûr, Mélanie revient sur les bases
qu'est-ce qu'il faut avoir en cuisine pour pouvoir faire de la cuisine maison. C'est pas une simple liste d'ingrédients, il y a une logique derrière. Et là, je suis assez content parce que je me suis retrouvé dedans, tout simplement. Hein. Notre fond de placard est très, 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 très commun. Et c'est vrai, souvent on me demande, moi, comment je fais pour pouvoir créer des repas sans prise de tête, très rapidement, comme ça, juste spontanément. Ben, c'est parce que, à demeure, et que je renouvelle systématiquement sans avoir à y réfléchir, j'ai des produits de base. Et je vais faire varier mes recettes en fonction du produit de saison, ou de l'envie du moment, ou de quelque chose. Mais la base, elle est commune. Donc ce qui fait que quand on achète des produits, par exemple, en grosse quantité, on va la réutiliser de manière continuelle au fil de l'année. Et ça aussi, c'est une manière intelligente de gérer son budget, c'est de pouvoir avoir des produits dont on se sert et pas juste des produits qu'on achète sur un coup de tête et qu'on n'utilisera que au cas où, si on y pense. Enfin, voilà, c'est parfois de l'argent qui est immobilisé, qui n'est pas utilisé. Donc en cuisine, sachant que la majorité des produits sont périssables, c'est super important de pouvoir les utiliser rapidement ou de manière fluide au fil de l'année. Donc on retrouve tout cet état d'esprit dans ce livre. Je finirai enfin sur la diversité des recettes. Alors, il y en a pour toutes les saisons, il y en a pour tous les moments de la vie, il y a du sucré, du salé. On n'est pas sur un chapitrage entrée, plat, dessert, vous verrez, on est sur plutôt une articulation autour des produits ou des méthodes ou des techniques de base qui peuvent se décliner en sucré ou en salé. Donc là encore, c'est très bien vu, c'est très intelligent. Et je pense, franchement, que c'est un livre qui va pouvoir s'adresser à toute personne qui, à la base, ne sait pas cuisiner et a envie d'avoir des bases saines et solides pour pouvoir être autonome, mais aussi pour des gens qui sont un peu plus chevronnés et qui veulent peut-être rééquilibrer leur budget en cuisine et qui doivent casser un peu dans leurs habitudes et réapprendre. Et c'est bien, parce que là, c'est très didactique. Donc voilà, Dépenser moins, manger mieux, de Mélanie Mardelet, c'est aux éditions La Plage, et c'est à peu près 180 recettes combinées au-delà de la méthode. Mais moi, franchement, c'est sur la méthode que je m'arrête, et c'est là que ça vous apportera vraiment un vrai plus. Pour bien commencer l'année, j'ai décidé de vous parler d'une petite série de documentaires qui nous intéresse tout particulièrement quand on est vegan, mais qui peut avoir un impact positif aussi pour essayer de faire comprendre certaines choses à des gens qui ne sont pas véganes. Il s'agit, et vous en avez peut-être entendu parler sur les réseaux sociaux, de la série Bien dans mon assiette, la preuve par deux, sur Netflix. Bon, on va pas y aller par quatre chemins, le but très palpable de cette mini-série documentaire, c'est de démontrer à quel point c'est bon pour votre santé, c'est bon pour la planète de manger végétalien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous explique donc le concept. Il s'agit en gros d'une étude qui est menée sur différents jumeaux qui vont adopter chacun un régime différent, mais en suivant le même protocole. L'idée, effectivement, c'est de comparer que deux individus ayant la même génétique vont réagir différemment selon comment ils s'alimentent. Alors, à côté de l'alimentation, il y a tout un lot d'exercices physiques, il y a une batterie de tests médicaux, enfin, il y a tout un suivi sur 8 semaines. Les 4 premières semaines, ils se retrouvent à manger ce qu'on leur donne, donc des plats préparés à réchauffer, mais qui sont tous équilibrés. Et de l'autre côté, il y aura 4 semaines où ils vont devoir cuisiner eux-mêmes avec ce qu'ils ont appris. Et donc, les deux régimes qui sont mis en opposition, c'est ce qu'ils appellent le régime omnivore et l'autre le régime vegan. Ouais, bon, déjà, les appellations, c'est traduit de l'américain, mais régime omnivore, techniquement, c'est juste un régime traditionnel incluant de la viande et du poisson et des produits laitiers, oui, mais de manière équilibrée, pour pas que ça déséquilibre trop les résultats. Et de l'autre côté, c'est le régime vegan, bon, donc un régime végétalien. Donc, on va dire classique contre végétalien, qu'est-ce qui se passe, à condition que les deux soient
au même niveau d'équilibre. Bon, bah, il n'y a pas trop de mystère. Mais il y a les nuances, Je vous laisserai découvrir les résultats dans leur ensemble à la fin. Sinon, on va suivre concrètement 4 duos de jumeaux qui vont donc se livrer à l'expérience, sachant que le protocole, il y a beaucoup plus de personnes qui ont été volontaires, mais ils se sont focalisés que sur 4 jumeaux, et ils auront chacun leurs difficultés, chacun leur histoire, chacun aussi leur rythme de vie. Donc c'est plutôt intéressant. Est-ce que ça en fait un documentaire de référence? Et j'ai du mal à le dire. J'ai du mal à le dire parce que pour moi, tout comme avec The Game Changer, il y a un côté parti pris. Alors on est toujours ravi d'avoir un truc qui dit que être vegan c'est super cool et que c'est mieux, mais j'ai le sentiment que c'est biaisé. Alors ça n'en fait pas pour autant une série de propagande, c'est juste qu'il faut toujours avoir à l'esprit que derrière chaque projet, il y a une intention, et là, pour moi, au final, c'est très clair, c'est du pro-vegan. Donc est-ce que c'est vraiment objectif? Peut-être pas tant que ça. Quoi qu'il en soit, je trouve que le résultat est cool, il est intéressant, il reste équilibré et nuancé. Alors oui, on pourra regretter que la cause animale ne soit pas vraiment au centre du sujet. Mais on parle bien plutôt de l'impact sur la santé, et effectivement aussi l'environnement. C'est les angles qui ont été choisis, parce que c'est ce qui parle le plus aux gens. Donc le côté maltraitance animale, il est sous-jacent, mais il n'est pas frontal. D'ailleurs, vous ne verrez pas d'image totalement horrible, bien qu'il y ait quand même des choses pas très jolies à regarder. Mais bon, il n'y a pas de maltraitance visuelle. Donc vous pouvez y aller sans avoir peur de devoir détourner les yeux. Après, il y a quelques images tristes, mais ça reste regardable. Voilà. Bref, moi, je vous recommande de le visionner, quoi qu'il arrive, parce que ça donne toujours un signal fort à Netflix que ce genre de production, bah, ça vaut la peine de le faire, et que c'est intéressant d'avoir ce genre de sujet au programme de leur catalogue. Et puis même, voilà, vous l'aurez vu, vous pourrez en parler. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ont déjà vu, votre avis m'intéresse. Est-ce que vous l'avez trouvé aussi un peu orienté? Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait de l'équilibre? Est-ce que vous avez appris des choses? Voilà, c'est intéressant de voir aussi votre retour. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de la marque suisse Planted, qui fait des simili-carnets originaux, et j'ai découvert, encore une fois la petite affaire, mais je pense que ça se trouve ailleurs, une nouveauté, du moins pour moi, parce que j'en ai jamais vu. Voilà, des escalopes milanaises par Planted. Bon, là, il n'y a rien de très original en termes de catégorie de produits. On est sur un simili-viande blanche qui est pané. Maintenant, tout va se jouer sur la texture, la fibre, la qualité de la panure, etc. Donc, je vais faire cuire ça tout de suite. On va regarder comme ensemble. Le taux de protéines, pas mal. 17 grammes de protéines au 100 grammes, c'est bien. Ah, c'est même un peu enrichi en B12 et en fer. Bon, c'est bien. Alors, au niveau de la méthode, bon, bah, à la poêle, beaucoup d'huile, c'est précisé. À feu moyen, avec beaucoup d'huile végétale pendant 2 à 3 minutes sur chaque côté. Bon, le beaucoup, je vais comme le modérer. Hein. La poêle est chaude, on va mettre de l'huile. Alors beaucoup, ça ira, faut pas exagérer. Et c'est parti. Nous y voilà. Donc, j'ai laissé 2 minutes sur une face et j'ai testé 3 minutes de l'autre. Et comme vous pouvez le voir, c'est tout de suite beaucoup plus cuit. Même, je trouve, un petit peu trop. Donc, peut-être 2 minutes 30. Allez, voyons ce que ça donne. Déjà, la texture sous le couteau est plutôt agréable. C'est ferme. Ça marche bien. On sent qu'il y a de la fibre. La panure est pas mal. Elle est fine. Vous voyez ? Voilà, c'est pas trop chargé au niveau de la panure. Mais on voit bien qu'il y a une fibre qui se détache. Goûtons.
trouve que la panure est très agréable, très réussie. Elle a un bon goût, elle a une bonne texture, elle a le côté croustillant. Alors oui, une escalope milanaise à la base, bah, ça se frit. Donc je comprends qu'ils disent plein d'huile. J'ai mis ce qu'il faut. Voilà, sans excès, mais j'ai mis ce qu'il faut. Donc oui, j'ai le côté un petit peu croustillant de la friture. Et c'est plutôt bien vu. Au niveau de la texture du simili, c'est bien. Ça révolutionne pas le genre, mais on sent une petite fibre qui se détache. La mâche est satisfaisante. Il n'y a rien à redire. En fait, le produit est bon. Maintenant, c'est en termes d'assaisonnement, je trouve que c'est un petit peu en dessous de ce que j'aurais attendu. Au niveau du sel, au niveau des goûts, ça reste assez neutre, sans être fade pour autant, mais il n'y a pas un truc qui se détache, il n'y a pas un caractère très marqué. En fait, honnêtement, tout le caractère se trouve dans le goût de la panure, qui est bon, donc voilà, ça, on s'ennuie pas. J'aurais un jus de citron, je mettrais un filet de jus de citron par-dessus, comme il se doit, j'en ai pas. Donc tant pis, je vais me satisfaire de ça, parce que le produit est agréable. J'aurais poussé un peu l'aromatisation au niveau des saveurs et des épices pour donner un peu plus de punch. Mais en tout cas, si vous n'aimez pas les produits qui ont trop de puissance en bouche, ça devrait vous plaire. Bon, la semaine dernière, je vous ai proposé une foire aux questions qui a été généreuse. Donc, je pense que j'ai répondu à peu près à tout le monde, même si j'étais obligé de couper certaines questions pour des raisons de temps évidentes. 1h20, c'était déjà beaucoup. Et je vous remercie pour ceux qui ont été jusqu'au bout. J'ai vu que la vidéo avait été appréciée, donc ça fait plaisir. Et on recommencera l'année prochaine, sans aucun doute. Mais là, aujourd'hui, j'ai juste envie de profiter de ce début d'année pour vous expliquer un peu comment je vois un peu les projets sur la chaîne, et puis ce que je vais faire. Parce que oui, c'est bien. Je vois que vous appréciez ce journal d'un vegan depuis qu'il existe. C'est cool. Mais à chaque fois, j'essaye quand même d'apporter des petits trucs. Alors parfois ça marche pas, parfois j'ai une idée et puis j'ai du mal à la réaliser finalement. Et puis bah, faut pas s'endormir, faut quand même tenter des trucs. Donc, qu'est-ce que je vais faire cette année sur la chaîne qui va changer? Je garde ce format du journal d'un vegan, mais je vais l'enrichir, à savoir varier un petit peu les sujets, et quand je dis l'enrichir, c'est apporter des choses que je ne faisais pas avant, comme, c'est un petit peu ambitieux, mais je pense que ça peut être très cool et intéressant pour tout le monde, j'ai envie que le journal d'un vegan soit un journal pour vegan. J'explique. Oui, c'est pas clair forcément. Il se passe des choses autour du véganisme, autour de la cause animale, autour de la food tech végétale. Il se passe plein de trucs à travers le monde. Et je me suis dit que ça pourrait être cool, un peu, alors sans prétention, un peu à la Hugo Décrypte, de vous faire 10 minutes de résumé de l'actu vegan de la semaine. Voilà. C'est un peu ce que j'ai envie de faire. J'espère qu'il y aura matière à faire vraiment cette revue de presse hebdomadaire. On verra bien, je vais tenter le coup, et puis vous me direz si ça vous a plu, si ça vous intéresse. Donc dès la semaine prochaine, dans le journal d'un vegan sera intégrée une revue de presse, plus journal. Seconde idée qui me tient beaucoup à cœur, c'est de continuer les interviews. Parce que je sais que selon les personnalités, vous appréciez, que c'est intéressant. Pour moi, c'est intéressant pour vous de découvrir des gens et leur parcours et leurs idées et leur diversité. Mais, vous l'avez vu, j'ai eu quand même quelques difficultés à trouver des personnes qui sont un peu dans un milieu de créateurs, des questions principalement de temps, parfois d'envie, de disponibilité et principalement de distance. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai différentes personnes qui sont dans le milieu vegan, qui sont très actifs, des créatrices de contenu principalement, que vous appréciez, qui m'ont donné leur accord de principe, sauf qu'elles ne sont pas du tout à Paris et qu'on a rarement l'occasion de se voir, donc il faut que l'occasion se présente. Donc en attendant, j'ai une autre idée qui se mélange à ça, c'est de faire des interviews de vous. Bah oui,
Pourquoi toujours donner la parole à des gens qui ont déjà une visibilité? Bah, c'est cool, et puis c'est intéressant. Enfin, moi j'aime beaucoup, mais j'ai toujours à cœur aussi de montrer aussi la diversité telle qu'elle est. Et quoi de mieux que des gens qui sont juste des spectateurs, qui sont pas du tout dans une économie de la création de contenu, qui sont pas des auteurs culinaires, qui sont pas des vidéastes, qui sont pas des gens forcément engagés comme des figures publiques. Et je me suis dit, pourquoi ne pas donner la parole directement à des gens qui ont fait le choix d'un changement de vie autour de l'alimentation végétale ou d'engagement, et qui nous racontent leur parcours, leurs idées, leur philosophie, leurs difficultés. Bref, recueillir du témoignage de première main pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas tous pareils, ou même qu'on a certains points communs qu'on n'aurait peut-être pas attendus. Je ne sais pas où ça nous mènera, seule l'histoire nous le dira, mais il va falloir recueillir ces témoignages. Donc déjà, là tout de suite, je fais un appel à témoins. Si vous êtes chaud, que vous êtes a priori à l'aise dans l'idée de répondre à des questions face à une caméra et être diffusé sur ma chaîne, eh ben, faites-moi signe. Alors forcément, pour des questions logistiques, dans un premier temps, ce sera uniquement sur Paris, mais je vous garantis, c'est des trucs qui se font à la cool. L'idée, c'est de discuter ensemble, certes face à la caméra. Les questions sont pas à piège, et puis surtout, ça va vous donner une liberté de parole. Donc, à vous de voir, vous me faites signe. Je vais créer une petite adresse mail qui sera destinée justement à recueillir vos candidatures. Enfin, c'est pas un recrutement, mais vous avez compris. Si vous voulez participer au journal d'un vegan dans une interview, eh bien, vous me ferez signe par ce biais, pas dans les commentaires, parce que sinon ça va être compliqué à gérer, parce que si je donne suite, il va falloir qu'on échange un petit peu. Logique. Autre évolution, alors je sais pas encore techniquement comment ça va se faire, mais je sais que c'est possible, c'est de vous proposer un live mensuel sur la chaîne, sur YouTube, directement. En plus du journal, hein, c'est pas en remplacement de, c'est en plus. Faut que je détermine un petit peu le format, mais l'idée ce sera effectivement de réagir à chaud, de discuter ensemble, en live, en face cam, en toute simplicité, décomplexé, tranquille, mais autour de peut-être de sujets phares, comme sujet principal, et on engagera la discussion autour de tout ça. C'est un truc qui me tient vraiment à cœur, parce que j'aime de plus en plus, moi, regarder des lives sur YouTube. C'est surtout mon camarade Hardisk qui me motive à faire ça, parce que je trouve ça super chouette ce qu'il fait. Alors lui, il en fait 3 par semaine. J'ai pas du tout la foi pour faire ça. Hein. Une fois par mois, ce sera déjà bien. Mais je vois qu'il y a de l'engagement, et je vois à quel point c'est sympa d'avoir une communauté qui interagit en direct. Et c'est cool, c'est cool. Donc j'ai envie de tenter l'expérience. J'espère que vous serez au rendez-vous, et vous serez là aussi pendant les lives. Et vous pourrez regarder les rediffusions. On continue. Alors, dans les autres nouveautés qui sera mis en place très prochainement, c'est que je compte proposer des vidéos exclusives réservées aux membres de la chaîne. Alors vous me direz, mais on est tous membres de la chaîne. Mais il y a une nuance, vous êtes abonnés à la chaîne, et je vous en remercie. Les membres, ce sont les gens qui soutiennent financièrement la chaîne via des dons mensuels. Alors, il n'y a pas d'engagement, c'est un peu comme l'esprit de Tipeee, en gros. Vous versez la somme demandée, qu'il faut que je mette en place, parce que je ne sais pas exactement comment ça marche derrière. J'ai vu que l'option était disponible et j'y ai le droit. Mais en fait, vous payez une somme forfaitaire mensuellement, vous pouvez suspendre quand vous voulez, et ça vous donne le droit à du contenu exclusif. Voilà. Alors, ce contenu sera en plus du journal, où je compte aller vers plus de cuisine, au-delà de la petite cuisine facile que je mets dans le journal, justement, et des recettes rapides. Là, peut-être se poser un peu plus, parler un peu plus de technique, prendre son temps. Et peut-être d'autres sujets divers et variés qui seront effectivement réservés aux membres. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Enfin, alors si vous avez regardé la FAQ, vous êtes déjà au courant, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, je le répète, cette année, je vais créer un e-book
qui va regrouper 50 recettes extraits du journal d'un vegan, mais cette fois-ci clairement annoté avec la technique, la méthodologie, les proportions, la liste d'ingrédients, tout bien, hein, comme dans un livre, quoi, tout simplement. Et ce sera bien pratique pour tous ceux qui aiment ce type de cuisine rapide du quotidien et qui veulent reproduire sans peine les recettes sans avoir besoin de revoir les vidéos et de mettre sur pause. Donc ça fait un peu le lien. Je ne peux pas vous donner encore de délai parce que ça va prendre du temps, parce qu'il faut que je refasse toutes les recettes que j'ai déjà conçues, il faut que je les sélectionne, et puis ça va être un sacré boulot. Mais je pense que ça va être un super projet et que ce sera plaisant pour tous ceux qui veulent soutenir mon travail, d'avoir ce petit truc en plus, d'avoir un e-book qui simplifie quand même la réalisation des recettes. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est déjà pas mal, puisque tout ça se rajoute finalement à l'existant. Donc oui, je ne vais pas chômer, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le point qui vous plaît le plus. Voilà, bah, c'est déjà pas mal, on continue la vidéo. Franchement, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas proposé une recette. Bah oui, le temps passe. Pourtant, depuis ma vidéo du mois de décembre, j'ai quand même cuisiné, j'ai essayé des trucs. Et parmi ces choses, je me suis dit, ah, ça, il faudra que je le refasse parce que ça fonctionne super bien. Eh bien, c'est un curry japonais. Certes, ça, je vous en ai déjà proposé, mais cette fois-ci, sur la base de ceci. Un sac de légumes pour potage surgelé de chez Picard. Je sais jamais comment appréhender ce genre de mélange un peu fourre-tout, qui sont effectivement dédiés normalement à être cuits à l'eau, assaisonnés et mixés pour faire une soupe. Ouais, je trouve que ça manque de caractère. Mais il y avait une promo. Et je me dis, ah, allez, je vais peut-être essayer de les détourner et pas faire une soupe, mais plutôt faire un vrai plat. Un truc qui va mijoter, qui va donner du goût, ça peut peut-être être utilisable. Et je confirme. Donc aujourd'hui, on va faire un curry japonais à base de légumes, de tofu, de shiitake, et ça va être très bon. Et ça va être très facile. Et voilà le travail. Je vous avouerai que ça sent très bon. Hein. C'est très appétant, et comme j'ai faim, bah, je vais pas attendre. Hein. Allons-y, goûtons ce petit curry, façon un peu ragoût, quoi. Ah, super.
Les légumes sont fondants, mais ont gardé leur tenue à la cuisson. Et d'ailleurs, en parlant de cuisson, c'est une recette qui va prendre environ 30 minutes en tout et pour tout. Et il y a toute une phase où vous ne ferez rien. Il faut juste laisser cuire à feu doux, à couvert. Et c'est grâce à la décongélation des légumes qui va rendre l'eau que ça va nourrir l'ensemble. Donc ne rajoutez pas d'eau en cours de cuisson, contrairement aux indications que vous pourriez avoir sur ce genre de paquet de légumes. Ne suivez pas les instructions, faites plutôt ma méthode. Ensuite, petite précision importante, les blocs de curry japonais prêts à l'emploi comme ça contient un ingrédient qui peut être d'origine animale, parfois. Et donc avant de vous le proposer, je me suis comme renseigné directement auprès de la marque japonaise S&B. Et j'ai eu pour information que non, ce n'est pas un ingrédient d'origine animale, que c'est bien vegan friendly pour le marché européen. Donc tout va bien, si vous allez dans les magasins asiatiques et que vous voyez les blocs de curry japonais de la marque S&B, vous pouvez y aller. Bonne nouvelle. Par contre, je m'attendais que ce soit un petit peu plus hot, puisque c'est la version hot que j'ai pris cette fois-ci, et pas du tout. Donc forcément, je rajoute toujours cette fameuse petite poudre, qui est un condiment à base de piment japonais. Et puis pour moi, pas pour Laura, j'utilise carrément ceci. Voilà, je vous le montre pour le fun, parce que c'est pas trouvable, c'est pas dispo en France. C'est la même chose, mais en version piment extrême à base de Carolina Reaper, etc. Enfin, il n'y a pas de traduction française, donc je sais plus, mais on me l'a traduit, on m'a dit que c'était pour les gens qui aimaient la douleur, c'est marqué dessus. Et ouais, c'est hot. Et c'est bon, oh oui. Voilà, bah écoutez, je suis très content, c'est un plat réconfortant, qui a très bon goût, une bonne texture en bouche, c'est satisfaisant, on est plus sur une texture de potée que sur un curry très fluide, mais c'est un choix. Vous pouvez rajouter plus d'eau si vous voulez avoir plus un plat en sauce. Chacun fera comme il veut. Et j'attends avec impatience d'avoir vos retours pour ceux qui seront assez curieux pour refaire la recette. Voilà, c'est fini. Voilà, enfin c'est fini pour cette semaine, hein. Bien sûr, il y aura d'autres trucs qui viendront. Mais avant de vous laisser, je voulais vraiment remercier de tout cœur tous ceux qui, la semaine dernière, m'ont fait des dons sur Tipeee, de manière assez généreuse. Et bah, c'était une surprise, parce que je ne vous ai pas appelé particulièrement à me soutenir sur Tipeee plus que d'habitude. Mais je sais pas, c'était peut-être la résolution d'année, en se disant allez, on le fait. Et bah, ça fait chaud au cœur. Alors je rappelle, pour tous ceux qui ne connaissent pas ce principe, c'est que Tipeee, c'est du financement libre. Vous vous engagez à donner une somme mensuelle ou juste un don unique, et ça permet de soutenir vos créateurs favoris, donc peut-être moi. Et c'est vrai que si on fait un calcul rapide, illusoire, si tous les abonnés de cette chaîne ne donnaient qu'un seul petit euro par mois, bah, je serais riche. Mais blague mise à part, si vous avez la possibilité de me soutenir, n'hésitez pas à le faire. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Votre présence, vos pouces, vos abonnements, les partages sur les autres réseaux, tout ça, ça fait toujours chaud au cœur. C'est utile. Merci à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!